Et si X-Men 1 était le film le plus réussi de la franchise X-Men produite par la Fox? Bonjour, vous savez forcément que dans maintenant moins d'un mois sortira le film X-Men Dark Phoenix et donc nous allons nous lancer dans une rétrospective de tous les films X-Men et on commence forcément avec le premier. Je vous donne tout d'abord mon avis global de manière très brève. J'avais vu ces deux films quand j'étais plus jeune. J'avais moins de 10 ans, j'avais adoré ces films, franchement je trouvais ça très sympathique, mais aujourd'hui je les apprécie encore davantage après les avoir revus, enfin l'avoir revu lui en particulier, parce que tout simplement je comprends davantage mieux les messages et la portée du film. Donc franchement le résultat est vraiment exceptionnel, je dois bien le reconnaître. Et donc je vais maintenant prendre le film de manière chronologique et à chaque fois vous détailler évidemment ce qu'il se passe, bon ça vous le savez, mais à chaque fois moi vous dire ce que j'en pense concrètement. Donc c'est parti, on commence avec une introduction, nous voyons évidemment le logo de la Fox, on constate quand même que la lettre X est la plus visible dans le visionnage, ce qui fait évidemment référence à X-Men, donc ça c'est assez intéressant. On peut également ensuite faire un petit parallèle avec Spider-Man qui sortira 2 ans plus tard, hein, de Spider-Man 1 de Sam Raimi, puisqu'on a tout un générique qui est en lien avec les gènes, donc les pouvoirs qui circulent ou les aptitudes exceptionnelles qui circulent dans le sang et dans l'organisme de chaque individu. Donc ça, c'est un peu, je ne sais pas pourquoi, mais le thème du moment, quoi, au début des années 2000. C'est sympa, vraiment, très intéressant. La musique est assez captivante, mais elle le sera davantage dans les films suivants, je trouve. On commence donc avec une scène en Pologne en 1944, et là, le visuel, tout de suite, est vraiment très intéressant. Nous avons bien tout un aspect également auditif qui est prenant. Et voilà, et là on découvre Magneto qui attire finalement une porte de grillage. Et oui, car son pouvoir consiste à contrôler évidemment tout ce qui est tous les matériaux métalliques, tout ce qui contient du métal. Et là voilà, et tel un aimant, finalement il essaie de s'agripper à sa famille qu'on veut lui empêcher de revoir un jour, et c'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Cette ouverture est très captivante. Ensuite, on découvre Malicia, une jeune mutante. Je pense que c'est finalement le personnage auquel on s'attache le plus en début de film, tout simplement, parce qu'on découvre un petit peu le monde humain dans lequel on pourrait vivre, sauf que là, dans ce cas-là, il y a les mutants, et donc on s'identifie vraiment au personnage. Ensuite, nous avons droit à une scène au Congrès qui est assez intéressante, mais un peu sous-exploitée dans le sens où c'est extrêmement court. On comprend que les humains se posent des questions sur l'éducation, et finalement, qu'est-ce qu'il faut penser des mutants. Bon, c'est bien, malheureusement c'est un peu survolé, heureusement. On continue après avec un dialogue extrêmement intéressant, puisque nous allons enfin découvrir la relation assez ambiguë qui existe entre Eric, Magneto et Xavier le professeur X. Ensuite, on découvre Wolverine. Alors là, on le découvre évidemment quand il est en pleine occupation avec le catch, vous voyez ce que je veux dire, évidemment. On peut aussi encore là faire un petit parallèle avec Spider-Man 1 de Sam Raimi qui sortira encore une fois 2 ans après, puisque Spider-Man, son premier combat dans lequel on le voit dans ce film, c'est évidemment quand il affronte Crusher, Hogan, donc c'est assez marrant, mais bon, c'est vraiment pas fait exprès, c'est plutôt évidemment Spider-Man 1 pardon, qui s'inspirait de X-Men 1 pour le coup évidemment. Ensuite donc, pour revenir à Wolverine, on a des gags très percutants. On peut aussi constater, voilà, donc on a le coup de la ceinture, c'est-à-dire que Malicia, à un moment, lui demande attention, mets ta ceinture, il n'en a rien à faire. Tout d'un coup, on n'a plus de musique, un silence. Et puis, évidemment, comment dire, le camion, la camionnette de Wolverine, se casse la figure, évidemment, à cause de dents de sabre. Et donc, lui, il est projeté en avant, donc c'est très drôle. Ensuite, là, c'est là que ça me semble un peu bizarre au début, c'est que tout le monde débarque. On a Dents de Sabre, on a Cyclope, bon, comme par magie, il y a tout le monde qui débarque, on se dit oui, bon, c'est un peu zarbi. Mais heureusement, on va comprendre après, finalement, que oui, finalement, professeur Xavier avait tout compris, il savait exactement ce que voulait faire Magneto. Donc, voilà. On comprend ça après, donc au début on a l'impression que c'est un défaut, on se dit ça arrive un peu comme ça au pif, mais non, évidemment tout était calculé, donc finalement ce n'est pas vraiment un défaut, ce n'est pas non plus une qualité, c'est juste un événement lambda qui arrive assez fréquemment pour que le héros, c'est-à-dire Wolverine et l'héroïne qu'on suit, Malicia, découvrent les X-Men.
Bien, ensuite on a une petite référence, un super détail même avec Jean qui veut faire une piqûre à Wolverine. Wolverine qui évidemment, tout le monde le sait, mais ça, enfin tout le monde le sait grâce aux comics à ce moment-là, et on le saura après plus tard dans ses films en solo. Eh bien, il a été finalement, on lui a injecté de l'adamantium et il est devenu ce qu'il est entre guillemets, parce qu'on lui a fait plein d'expériences, et que ça a été vraiment terrible pour lui. Et donc voilà, donc faire le rapprochement, ça montre qu'on est dans une certaine logique du personnage, de situation, et donc là franchement on peut pas parler, il n'y a aucun faux raccord, là on est parfaitement dans le coup, et il y a une alchimie entre Jean Grey et Wolverine qui passe franchement très bien je trouve. Ensuite nous avons Wolverine qui découvre le manoir des X-Men. C'est très bien car en gros Wolverine, grâce à une mise en scène assez intéressante, et bien il va découvrir le professeur Xavier, il revient à lui finalement alors qu'il a fait le tour de toute la baraque, il a fait 3 fois le tour de la baraque avant d'arriver enfin à lui, ce qui est assez marrant, et finalement à l'instar de nous spectateurs, on peut dire qu'il apprend, il n'y croit pas trop à l'histoire, hein. La preuve il fait des références à notre ami le professeur Xavier, il dit oui c'est un peu n'importe quoi ce que tu dis, et c'est pas mal, ça nous permet à nouveau nous identifier un personnage, et cette fois-ci Wolverine, qui est sûrement le personnage central de la saga au final. Donc ça marche plutôt bien. On apprend l'histoire en même temps que lui et que Malicia finalement. On va dire qu'il prend en route une dramaturgie en même temps que le spectateur. Et c'est vraiment ça la force du film. C'est que finalement on a peut-être pour certains qui diront que oui, on a du mal à s'attacher à certains personnages comme le professeur Xavier, Jean, Tornade ou Cyclope, qui eux sont bien intégrés dans ce monde qu'ils trouvent normal, entre guillemets, alors que voilà, Wolverine, lui, trouve plein d'éléments assez bizarres, bien qu'il soit lui-même assez particulier. Donc voilà, pour cela, on s'occupe vraiment, le film s'occupe vraiment des spectateurs, du public, et ça fait plaisir, franchement. Ensuite, nous avons un petit parallèle sympa entre Bobby, qui est à Iceberg, et Pyro, qui balance du feu. C'est intéressant, ce sera davantage traité dans les films suivants, surtout dans le 2 d'ailleurs, mais bon, on comprend qu'il n'y a pas seulement 3-4 mutants, que le monde regorge en réalité de mutants, et ça c'est assez plaisant. Ensuite nous avons la scène de l'hélicoptère, où le sénateur Kelly, qui veut évidemment se débarrasser de tous les mutants en gros, eh bien fait la rencontre de Mystique, la coéquipière de Magneto. Et là c'est excellent, je pense qu'on peut faire une référence finalement presque à Fantomas, puisque le personnage de Mystique offre eh bien, finalement un potentiel complètement fou, puisqu'elle peut se transformer en n'importe qui et on peut se faire berner à n'importe quel moment. Donc franchement, c'est excellent. Ensuite, on arrive à une partie bien plus cauchemardesque quand Malicia vient voir Wolverine dans la nuit. Wolverine devient dingue, lui balance un coup de griffe, je sais plus trop, dans le ventre, je crois, enfin je ne sais plus, enfin elle est censée mourir. Une souffrance évidemment, on comprend la souffrance évidemment et les sentiments de Logan. Là on se dit évidemment qu'il est maudit et que c'est dingue, la fille qu'on croyait voir pendant tout le film meurt au milieu du film, ça paraît un peu étonnant. Évidemment elle va utiliser son pouvoir, super pouvoir que j'appelle absorbant, mais je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est assez extraordinaire puisqu'elle va finalement utiliser la capacité de régénération de Wolverine pour se sauver. Ça c'est vraiment bien traité. Mais voilà, le problème c'est qu'à ce moment-là on se doute que Magneto il ne cherchait pas vraiment Wolverine mais plutôt cette fille qui finalement sur le papier pendant un combat ne peut pas évidemment se défendre comme un Wolverine mais qui a au final les meilleurs pouvoirs dont on puisse rêver quoi. Et ça c'est assez exceptionnel. Mais voilà, le fait qu'on nous le montre, moi j'ai compris tout de suite que finalement Magneto c'est pas du tout Wolverine qui recherchait, c'était vraiment Malicia. Bon, le sénateur est transformé en mutant. Je trouve pas ça extraordinaire. Bon, c'est un peu facile en plus. Pourquoi pas? Ça m'a pas plus déplu que ça non plus. Ensuite, on a Mystique qui se transforme en iceberg. Et voilà, le professeur Xavier qui se dit que Malicia est partie. Franchement, il réagit tranquillement, mais c'est vraiment fidèle au personnage, hein, qui prend toujours son temps, qui est assez mesuré, qui ne va pas s'emballer comme un Magneto, même si Magneto, dans ce film-là, est encore assez, on va dire, patient, contrairement au film suivant où je le trouve un peu plus déjà dégourdi. Et donc là, on découvre Cerebro, il peut rechercher tous les mutants finalement, à part Magneto avec l'histoire du casque, hein, il fallait bien une excuse, mais ça vient des comics, hein, pour que Magneto ne soit pas identifiable très facilement auprès de Xavier. Mais la Cerebro, la fameuse Cerebro est détraquée ou trafiquée par notre ami Mystique, plutôt notre ennemi,
Et là, on se dit, oui, ça va servir à quelque chose. Donc voilà, la trame est bien menée. Ensuite, eh bien, nous avons Wolverine qui pique la moto de Cyclope, qui n'en a rien à faire, qui va chercher notre ami Malicia à la gare, en gros. Bon, c'est un peu n'importe quoi parce que d'un coup, il accélère, il est super content. Mais bon, comme c'est très marrant, ça passe très bien. Et là, voilà, Wolverine, pour moi, là, c'est là qu'on atteint le vrai parcours de personnage. Car Wolverine, on peut dire que voilà, il arrive dans le train, il dialogue avec Malicia, il parle du professeur, et il plaide sa cause finalement pour que Malicia reste au manoir. Et c'est marrant, c'est intéressant parce qu'il parle pour elle et implicitement pour lui, puisque il avait promis à ce moment-là d'ailleurs de la protéger, et il affirme que le professeur aussi va la protéger. Mais voilà, il a envie de se sentir englobé dans toute cette finalement tout ce sentiment familial et d'union qui permet aux mutants, au manoir en tout cas, de coexister et de survivre. C'est assez intéressant. Bon, alors évidemment, il fait la promesse de la protéger, c'est très paradoxal, c'est qu'elle est en danger 3 secondes après quand on voit Magneto qui arrive dans le train. Franchement, l'arrivée de Magneto est juste sublime, elle a une connotation limite religieuse, biblique, très sympathique. Malicia qui est vite neutralisée, évidemment, puis on a un petit gag de Magneto pour un petit choc de génération qui dit « Ah, c'est jeune, toujours pressé, l'air de dire ». C'est assez marrant, franchement. Après, on a une mise en scène très intéressante avec les policiers, et c'est là qu'on comprend, évidemment, la relation entre, encore une fois, la relation entre Eric et Charles qui est géniale. Charles qui essaie de contrôler ses acolytes, Magneto qui, pour retrouver l'esprit, entre guillemets, dans le sabre et du crapaud, va pointer, enfin va s'en prendre directement au policier. Et quand on croit évidemment qu'il tire sur un policier et qu'il est mort, en réalité il a arrêté la balle juste devant lui vu qu'elle est forcément métallique. Et c'est excellent car ça permet de berner évidemment le spectateur et c'est vraiment réussi. Franchement, moi j'y ai cru, je me suis dit, bah tiens, il est mort. Même si on ne voyait pas le personnage, on se dit, bon, il faut imaginer qu'il est mort, car évidemment, ça touche quand même un public aussi assez jeune. On peut pas trop en montrer non plus. Mais non, finalement, on nous a piégés, on nous a bernés, et c'est ce qu'on attend des fois des films également. Donc, encore une fois, on s'identifie à Wolverine, il refuse de patienter, il veut agir vite, encore une fois. Il a compris que Malicia a été capturée, il faut se bouger. Le sénateur Kelly qui débarque et qui demande de l'aide. J'avoue que bon, la mise en scène de sa mort est assez glauque, elle est marrante, mais je sais pas, je trouve que ça apporte pas grand chose finalement. Ça me désole un peu. Et on a Xavier qui revit une scène au ralenti, celle de Kelly, pardon. Et donc là, finalement, franchement, c'est pas mal. De question mise en scène, encore une fois, on a vraiment de bonnes idées. Je suis franchement assez satisfait. Donc voilà, le dialogue entre Tornade et Kelly m'a pas trop impacté, je reconnais. Ensuite, on a Xavier qui se fait piéger. Bon, on s'en doutait un peu, hein, c'est Mystique qui a tout trafiqué. Donc ça montre bien que le plan de Magneto est vraiment pas sans faille, puisqu'il va perdre, mais en tout cas qu'il est extrêmement développé, est extrêmement bien calculé, et ça fait plaisir, parce j'avais peur qu'on tombe sur un méchant, comme ça arrive malheureusement trop souvent. Oui, je veux détruire le monde, mais j'ai aucun plan, et on va se taper dessus pour y arriver. Non, c'est bien plus profond, bien plus subtil. Ensuite s'ensuit un dialogue enfin pas entre eux, mais un dialogue finalement, un monologue de Cyclope qui parle au professeur Xavier qui est complètement HS. J'avoue que j'ai un problème avec l'acteur, donc du coup je suis pas trop impacté par ce qu'il raconte, et voilà, j'ai un peu du mal à y croire. Bon, ça c'est très subjectif aussi, évidemment. On a donc Jean Grey qui utilise enfin Cerebro. Bon, sympa, c'est un petit prémisse pour X-Men 2 où là ses pouvoirs seront encore décuplés. On a une mise en scène qui est excellente, c'est entre les deux gars qui sont coucou devant la Statue de la Liberté, puisqu'il y en a un qui se fait tuer tout de suite, il se prend un coup de griffe, et ça c'est évidemment notre ami Dent de Sabre voilà, qui agit de la sorte, et dans l'autre, finalement, dans le bateau, c'était Mystique. Donc on a une scène au quotidien, enfin qui pourrait être quotidienne, et qu'on pourrait vivre nous dans la vraie vie, qui est assez rigolote, puisque finalement elle est complètement délirante, et que le monde, pas fantastique, mais le monde fictionnel avec les héros, les super-héros débarquent, et là plus précisément les super méchants, donc c'est très drôle. Ensuite, voilà, on nous montre qu'il y a enfin, parce que c'est rare dans les comics et dans certains films, une bonne raison de garder un otage. Des fois, on garde juste un otage gentil pour ne pas qu'il meure à la fin. Mais là, finalement, c'est pas le cas, puisqu'on comprend d'après le plan de Magneto et son idéologie, et dans sa volonté d'uniformisation de la condition de chaque être vivant, chaque être humain, eh bien qu'il a besoin de Malicia pour
exécuté ce plan, donc c'est particulièrement intéressant et réussi. Ensuite, on a donc un fameux monologue du méchant, mais qui n'est vraiment pas caricatural pour le coup, puisque c'est d'autant plus flippant qu'on sait qu'il va tuer sans le savoir, puisque finalement, il n'y a que les gentils qui comprennent que son plan est complètement laborieux, puisqu'en réalité, alors qu'il veut transformer tous les humains en mutants, il va les décimer. Voilà. Bon, c'est intéressant, et finalement, c'est pour ça que la mort de Kelly était intéressante, et importante plutôt, dans le film. Bon, encore une fois, moi, comme je vous dis, la scène avec Kelly, j'ai pas trouvé ça extrêmement intéressant, mais bon, c'est chacun son point de vue. Et voilà, donc c'est intéressant pour Magneto, parce qu'il est une menace sans en être conscient. Pour ces deux raisons, enfin pour ces raisons là que je viens d'énumérer, je dis deux raisons, mais il y en a eu quelques-unes, on va dire. Donc c'était pas mal. Enfin on découvre le Jet, les jeunes qui sont émerveillés, évidemment qui sont encore trop inexpérimentés pour aller combattre Magneto et trop vulnérables probablement. Et voilà, ils sont émerveillés, tout comme le spectateur, enfin le téléspectateur ou le public comme vous voulez. Et voilà, c'est excellent quoi. On a l'impression d'être à la place du personnage qu'on voit à l'écran, que ce soit un personnage secondaire ou principal, donc c'est extrêmement impactant. Ensuite, on a une superbe utilisation des pouvoirs, je trouve, que ce soit pour les X-Men ou la Mystique qui se transforme en Statue de la Liberté miniature, on va dire, c'est vraiment marrant. X-Men, j'allais dire X-Men, non, Wolverine qui active l'alarme, évidemment, parce qu'il est bourré de métal dans son corps. Il fait un doigt d'honneur avec une griffe, c'est marrant, tout ça. Par contre, je dois reconnaître, finalement, c'est limite les combats. Bon, alors, certes, ça a mal vieilli, peut-être. Finalement, on s'en fiche un peu, quoi. J'ai envie de dire un combat un peu bof. Mais même, c'est même pas une histoire qu'aujourd'hui, ça nous paraisse peut-être un peu démodé ou ringard. C'est que finalement, même le combat entre le crapaud et les deux filles, c'est-à-dire Jean Grey et Tornade, on s'en fiche un peu, quoi. On préfère limite l'histoire et la psychologie des personnages à de l'action pure, quoi, pure et simple. Et ça, c'est aussi un signe que un film de super-héros, c'est pas juste de la baston, de la baston, de la baston. Certains films, bon, je vais pas être méchant avec Man of Steel sorti en 2013, mais honnêtement, c'est un peu le problème du concept, quoi. C'est qu'on se tape dessus pendant 2 heures. Voilà, j'aime bien aussi les films, voilà, d'1 heure et demie comme X-Men 1, où là, en plus, le film prend son temps, hein. Il speed même pas pour ah oui, on a qu'1 heure et demie de film, il faut qu'on fasse tout ça très rapidement. C'est non, ça passe vraiment de manière très naturelle et très normale, je trouve, franchement. Donc c'est voilà, c'est extrêmement bien, ce n'est pas du tout artificiel, il n'y a pas aucun problème de durée, franchement je trouve que le film se tient parfaitement, et donc on a un final certes classique mais convaincant, voilà, et en plus évidemment on a la scène à la fin entre Charles encore une fois et Magneto qui est dans sa prison de plastoc, et on se dit oui, alors ça pourrait se finir là, mais il y a une possibilité d'envisager une suite, puisqu'évidemment à ce moment-là le studio c'est bien que les X-Men, ce n'est pas encore une valeur sûre, hein, les super-héros ne sont pas encore en tête du box-office des films. D'ailleurs, X-Men n'a jamais été... Enfin, j'ai pas souvenir qu'un X-Men ait fait une si belle performance qu'un film de Disney dans le MCU. Ça n'est même jamais arrivé, il faudra que je vérifie dans les chiffres, mais je ne crois pas. Mais malgré tout, ça a très bien marché. Hein. Et le studio, comme il ignorait si le succès de la formule allait marcher ou pas, eh bien, il avait posé cette éventualité au cas où. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans la prochaine critique, je parlerai d'X-Men 2. Je vous ai posé donc la question en début de vidéo, est-ce que c'est le film le plus réussi de la franchise X-Men? Je ne peux pas vous répondre maintenant, puisque ça voudra dire que vous savez déjà un peu mon avis sur les autres films. Donc, vous saurez ça dans les prochaines vidéos. X-Men 1, eh bien ça vaut 18 sur 20, oui, même note qu'Infinity War. Pour moi, c'est du même calibre, dans des registres totalement différents, bien qu'on soit dans le même genre cinématographique, les super-héros, mais ce domaine étant si vaste, finalement, on peut faire autant de vidéos qu'on veut, et c'est pour ça qu'on est là. Allez, ciao, à la prochaine. Non, mais je rigole, je vais quand même vous dire si oui ou non, le film dont je viens de vous parler, X-Men 1, est le plus réussi de toute la saga. Car c'est quand même le titre de la vidéo, je vais pas voilà, partir comme ça, bah tiens, t'as cru en cliquant sur la vidéo que j'allais donner une réponse, mais non, je n'en donne pas. Bien sûr que si, je vous la donne, et oui, si on exclut Logan, qui n'est pas proprement parlé un X-Men, c'est davantage un film sur Wolverine, c'est assez logique, mais oui, pour moi, X-Men 1 est meilleur que X-Men 2, X-Men 3, X-Men First Class, X-Men Days of the Future Past, X-Men 1, X-Men Wolverine Origins et compagnie. Oui, je vous l'affirme. Donc dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai quand même pourquoi finalement X-Men 2, je l'aime beaucoup, mais un petit peu moins quand même que le premier. À la prochaine, et cette fois-ci, c'est pour du vrai.
Ça se dit pas trop d'ailleurs. C'est pour de vrai plutôt. Ciao!